Bonjour à tous que j'ai pas vus, et puis merci de m'avoir invité. Déjà, c'est super beau ici. Merci Jean-Baptiste, c'est une bonne idée que de créer en fait cet échange de scientifiques. Donc, moi, je viens de l'Université de Bordeaux et je vais vous parler des matériaux biosourcés et biodégradables. Et la question qui m'a été posée était la suivante: est-ce qu'ils étaient l'avenir? Donc, je vais essayer d'y répondre. Et à la fin, je vous présenterai un petit peu le projet RescoSafe, qui est très similaire en fait au projet ANR de Jean-Baptiste. On a commencé à peu près au même moment et on se rejoint. Donc, on va sûrement travailler ensemble. Alors, ça marche, ça? Vous voyez, vous? Voilà. Alors, au niveau matériaux plastiques et impact, est-ce que c'est meilleur pour l'avenir ou non? On doit s'interroger sur deux types d'impact: l'impact direct en fait sur l'environnement et l'impact direct sur la santé humaine, en sachant que l'impact sur l'environnement va bien sûr rejaillir de manière indirecte sur la santé humaine. Donc là, j'ai pas énormément de temps en fait, donc j'ai préféré parler directement de l'environnement, et puis le projet RescoSafe est un petit peu aussi sur la santé humaine, donc on pourra échanger aussi là-dessus. Alors, j'arrive un petit peu à la fin, moi, du congrès, donc on a beaucoup débriefé, en fait, sur des mots-clés tels que la composition d'un matériau. Je ne vais pas m'éterniser, en sachant juste qu'un monomère, un polymère et un matériau, ce sont trois termes, en fait, différents, et que le terme même plastique ne veut peut-être pas dire grand-chose, étant donné que c'est une propriété particulière, mais c'est plutôt un matériau plastique. À partir du moment où on dit que c'est un matériau, on sait que la composition est particulièrement compliquée, complexe, et qu'on a des petites molécules et des grandes molécules. Donc en termes d'additivation, ça on l'a vu avec les différentes présentations, les ajouts intentionnels dans la formulation, et puis bien sûr malheureusement la présence de ces molécules non intentionnellement ajoutées qui nous posent beaucoup de questionnements, notamment au niveau santé humaine avec les emballages alimentaires. Donc les listes positives ont aussi déjà été abordées. Je vais assez rapidement rentrer dans le vif du sujet et surtout, je vais initier, j'espère, une discussion autour des normes relatives à la biodégradation. Alors si on regarde l'impact sur l'environnement, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Cet impact, il est via la pollution et la contamination de nos différents compartiments. Et puis, bien évidemment, au niveau de l'impact, c'est au niveau des écosystèmes et indirectement au niveau de l'homme par l'alimentation et par donc le fait que l'on mange certains animaux qui proviennent donc de milieux contaminés. Alors, si une première partie de la question était: est-ce que les matériaux biosourcés sont réellement l'avenir, et si on ne s'occupe que de la problématique de réduction des ressources pétrochimiques, c'est pas suffisant, clairement. En sachant qu'un matériau biosourcé, il ne respecte finalement que l'origine de la matière. On peut partir d'un monomère biosourcé et en faire de la chimie et faire un polymère qui reste biosourcé. On peut associer des polymères qui ne sont pas biosourcés à des polymères biosourcés et le matériau au final devient biosourcé. Donc là déjà on voit que le terme biosourcé, il est déjà compliqué à comprendre, il n'est pas clair pour de multiples citoyens, pour des industriels et même pour certains scientifiques. Donc, au niveau de la problématique de réduction des ressources pétrochimiques, je dirais presque que c'est peu notre problème. C'est intéressant si ça vient se rajouter à un impact environnemental globalement inférieur à ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec les traditionnels. J'irai même plus loin en fait. Pour moi, il est presque préjudiciable parce que je pense qu'on va accentuer l'impact de ces matériaux par le développement des biosourcés si on ne s'occupe pas plus du pourcentage de biosourcés minimal que l'on doit avoir pour utiliser ce terme. À partir de 20 ou 30% de biosourcés, de carbone renouvelable à l'intérieur, on peut dire le matériau est biosourcé. On a une réglementation depuis 2020 pour les produits à usage unique, on doit atteindre 50%. Reste que le reste n'est sûrement pas biosourcé. Donc l'utilisation de ce terme, je pense qu'elle est très très ambiguë. Déjà, on a des ambiguïtés sur les termes de bioplastique qui ne veulent pas peut-être dire grand-chose si on ne va pas voir la définition fine. Biosourcé, biodégradable, tout ça, ça devient compliqué. Donc pour moi, biosourcé, c'est peut-être pas l'avenir si on ne va pas un peu plus loin. Si on regarde maintenant ce qu'il en est des matériaux biodégradables, donc je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail du phénomène de biodégradation, juste dire que dans la biodégradation globale, on a des phénomènes abiotiques et des phénomènes biotiques. Donc les phénomènes biotiques, ce sont les organismes vivants, notamment les bactéries, qui vont
éroder notamment et bioassimiler le carbone qu'il y a à l'intérieur du matériau. Et puis des effets abiotiques qui jouent bien évidemment en fait sur cette biodégradation finale. Mais quand on parle de biodégradation, on parle de l'état final en fait de dégradation après la désintégration, après la fragmentation, voire la biofragmentation, voire la biodépolymérisation, pour aller jusqu'à l'assimilation. Donc si on regarde la biodégradation, on fait des bilans carbone entre le carbone du matériau à T0 et la ventilation de ce carbone en termes de production de CO2 et en termes d'éléments constitutifs de la biomasse et de métabolites. Ça, c'est lorsqu'on a de l'oxygène, et quand on n'a pas d'oxygène, on y rajoute le méthane, puisque la bactérie produit du méthane. Donc si on ne fait pas ces bilans carbone finement, on ne peut pas juger en fait de cette biodégradation effective. Alors, est-ce que ça suffit de dire que finalement un matériau est biodégradable et on est sûr que sur l'environnement, au moins, ça sera mieux? Alors, ce terme de biodégradable, il est utilisé, on l'a vu en fait, je crois que c'est hier, avec le polyéthylène biodégradable, le biopolyéthylène biodégradable, en fait, ça n'existe pas. Donc, je pense que ce terme aussi, pour le citoyen, il est peut-être compliqué en fait à appréhender. Et lorsqu'on regarde certaines publications qui parlent de biodégradation au niveau industriel et par exemple de biodégradation en milieu océanique, si on prend l'exemple en fait du PLA, je reviens sur le PLA parce qu'il a sauté d'un coup, donc le PLA c'est l'un de nos matériaux biosourcés qui est aujourd'hui le plus prometteur, bien que moi je pense qu'il y en a d'autres polyesters qui sont plus intéressants. Il est considéré comme étant biodégradable, mais quand on va voir en fait sa biodégradabilité, il est labellisé OK Compost. Et la norme qui est associée à cet OK Compost, c'est une norme de compostage industriel. Et donc, il est apte au contact alimentaire. Donc, c'est un biosourcé, on est allé chercher du sucre, on a produit de l'acide lactique via fermentation, et puis après, on a fait de la chimie dessus pour faire du polymère. Et quand on regarde sur cette... alors, il y en a plein de revues qui portent là-dessus, mais cette revue assez récente de Rosenboom, là, en 2022, si on regarde le PLA, qui est donc en bas de la liste, on voit qu'on a 6 à 9 semaines en fait, de biodégradation en milieu industriel. Donc ça paraît déjà, il faudrait que ce soit 6 semaines, mais bon, peu importe. Et puis quand on voit ce matériau arriver au niveau de l'océan, eh bien, il nous faudra entre 1 année et 5 années pour voir vraiment une biodégradation effective. Donc, ce terme, il faut le prendre avec des pincettes et il faudra peut-être toujours y associer le compartiment dans lequel on a testé en fait cette biodégradation. Les compartiments que l'on a au niveau environnement, c'est le compost. Lui, c'est le plus agressif de tous les compartiments. C'est, notamment pour l'industriel, c'est haute température, beaucoup de micro-organismes, des mélangeages rapides. Donc là, on a une grosse agression et donc des phénomènes abiotiques aussi sur le matériau. Ensuite, on a l'eau saline, l'eau douce, et on descend, c'est de moins en moins agressif, le sol et l'air. Donc, si le terme biodégradabilité n'est pas assorti à minima de la durée, ça tout le monde est d'accord, il faut qu'il y ait une durée, sinon biodégradation ça ne veut rien dire, le pétrole est biodégradable si on attend, donc d'une durée, mais également d'un compartiment pour que tout le monde s'accorde en fait sur l'impact potentiel que ça peut avoir. Alors du coup, j'ai pas vraiment décidé de vous présenter des résultats parce que je voulais qu'on échange sur l'aspect normatif sur lequel se basent beaucoup d'industriels pour dire il n'y a pas d'impact sur la santé, sur l'environnement, c'est biodégradable. Alors le milieu des normes, c'est titanesque en fait. Quand on regarde, déjà il y a 4 types de normes. Il y a des normes dites fondamentales qui sont connectées en fait aux règles en matière de terminologie. Il y a des normes d'analyse et d'essai, donc c'est plutôt des normes méthodologiques. Il y a des normes de spécification. Celle-là, c'est celle-là qui va nous intéresser particulièrement parce que là, il y a des seuils de performance. Et puis, il y a des normes d'organisation. Donc, c'est vrai que le milieu industriel, c'est assez compliqué pour lui aussi de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes réglementaires. Si on serre un petit peu l'entonnoir, en termes de normes relatives à la biodégradation des matériaux plastiques, il y en a déjà une trentaine. Et personne ne fait les mêmes essais au niveau biodégradation. Et si on serre encore un petit peu plus, et si on va sur le compostage, il y en a 3. Donc il y a 2 normes pour du compostage au niveau industriel, et il y a une norme pour du compostage à domicile. Donc là, on voit que c'est quand même assez compliqué en fait de s'y retrouver, et c'est pour ça que certaines publications, par exemple, qui ont fait
une énorme, enfin on a une énorme résonance en fait au niveau du citoyen dans les articles de vulgarisation scientifique qui ont dit mais tous les matériaux qu'on a testés, il y en a plein qu'on ressort absolument intacts. Oui, sauf que la norme pour lesquelles ils avaient été testés était la norme de compostage. Donc finalement, après coup, oui, c'était sûr qu'au niveau de la mer, ça n'allait pas résoudre le problème de la dégradation. Alors, au niveau industriel et domestique, la principale différence, en fait, c'est les brassages réguliers, l'humidité contrôlée et surtout des augmentations de température avec un compost de l'ordre d'une température moyenne de 60 degrés. Mais dans un compost réel, quand on va sur le terrain, on voit que les capteurs de température ne donnent pas ces 60 degrés déjà un peu partout. Donc on a des variations de température au sein même des composts industriels. Ce qui veut dire que quelque chose qui peut sortir comme étant compostable, tout dépend finalement presque où il se trouve dans la zone de compost. Donc déjà là on se dit, il y a quand même un risque de voir apparaître des choses qui n'ont pas été compostées au moment de l'épandage en fait de ces composts. Pourquoi 60 degrés et pourquoi le PLA, par exemple, il va être compostable industriellement et pas dans nos composts à domicile? Parce que le PLA, il faut atteindre sa température de transition vitreuse pour qu'il y en ait vraiment un démarrage de la biodégradation ou du compostage. Donc tant qu'on n'aura pas atteint cette température, on aura de l'érosion et on aura de la fragmentation, mais on va attendre bien longtemps pour avoir de la bioassimilation. Alors, là, j'ai pris la norme et puis j'ai voulu en fait identifier les zones qui me paraissaient à discuter entre scientifiques pour voir si on ne pouvait pas faire évoluer ces normes de manière réellement à savoir ce que l'on épand dans nos champs et de manière à savoir si vraiment c'est l'avenir ou s'il faut encore travailler dessus. Alors, dans la norme 13432, qui est donc relative au compostage industriel, il y a, donc pour pouvoir être désigné comme OK Compost, il faut qu'on a 4 critères d'acceptation et tous doivent être validés individuellement. Mais si on prend le premier, par exemple, qui est orienté caractérisation, composition du matériau. Donc là, on a des validations de seuil, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de substances dangereuses et on nous les cite telles que les métaux lourds. Et puis, on doit amener une information assez globale sur les constituants et la teneur en carbone organique. Quand on se déplace en fait sur les sites de compostage où les gens qui étudient le compost, même dans les laboratoires en fait d'analyse, il n'y a pas d'analyse fine de la composition. En fait, c'est les données fournisseurs majoritairement qui sont utilisées. Donc les données fournisseurs, c'est pas suffisant. C'est pas possible qu'on reste là-dessus. Si on a un polyéthylène ou si on a un PLA, on sait très bien que autour du PLA, il va y avoir autre chose. C'est pas possible qu'il n'y ait que le PLA. Donc déjà, il faudrait que alors, des fois, il y a des infrarouges à transformer de Fourier qui sont faites, mais pas toujours. Donc, la base, c'est données fournisseurs. Donc, on n'a aucune information sur les additifs, on n'a pas d'analyse de la structure, en fait, du matériau. Si vous avez un polyéthylène qui est juste en liner de barquettes cellulosiques, comme l'a mentionné Jean-Baptiste, ou si on a une association, en fait, du polymère polyéthylène avec, par exemple, même des fragments de cellulose ou de l'amidon, la biodégradation, elle n'aura pas le même, ça ne va pas se faire pareil, en fait. Donc, ça serait intéressant quand même qu'ils nous demandent plus d'informations là-dessus en termes de normes. Quand on rentre dans le vif du sujet de la bioassimilation donc en laboratoire, là, on est sur des validations seuil, vitesse. La mesure de la bioassimilation, elle se fait soit par la production de CO2, soit par la consommation d'O2. Peu importe, c'est l'un ou l'autre. En fait, il va être considéré comme étant compostable au niveau industriel si après 6 mois, on a 90% de biodégradation absolue. Ça veut dire qu'on aura 90% du carbone renouvelable, enfin du carbone du matériau qui va se retrouver sous forme de CO2. Personne ne fait ça. Tout le monde travaille par rapport à un polymère de référence, mais ça, c'est écrit dans la norme, on a le droit de le faire. Et donc, on doit atteindre, au terme de 6 mois, 90% de cette biodégradation par rapport à ce polymère de référence. Et le polymère de référence qui est vraiment le plus utilisé de manière, on va dire, européenne, c'est la cellulose microcristalline. Donc on fait la biodégradation, le test de biodégradation sur une cellulose microcristalline, on fait le test sur notre matériau, et notre test, il faut qu'il soit à 90% en fait au niveau carbone de celui de la cellulose. Qu'est-ce qui se passe avec ces 10%? En fait, je ne sais pas.
Donc déjà pour atteindre 90%, c'est assez considérable parce que la fraction, personne ne la connaît, la fraction d'insertion du carbone dans les éléments constitutifs d'une biomasse microbienne, personne ne s'accorde là-dessus. 50%, 30%, 10%. Donc on ne sait pas trop où on en est. Et puis, si par exemple vous avez 5% de polyéthylène dans votre matériau, ça se trouve, il va passer le test. Si on n'a pas identifié le polyéthylène au démarrage, il va passer le test d'OK-compost. Et donc le polyéthylène ne sera jamais composté et on va trouver des fragments de polyoléfine lors de l'épandage. Donc je pense que vraiment il faudrait qu'on travaille de manière collégiale sur ces normes, et ça dure depuis maintenant presque 30 ans et j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement évolué. Le troisième item, c'est la désintégrabilité. Il faut que, en fait, pour que le matériau soit dit compostable, au terme de 3 mois d'essai à trempouiller en fait dans un milieu aqueux, il faut qu'on ne retrouve pas plus de 10% de la masse sèche initiale supérieure à 2 mm. Ça, c'est simplement de l'observation visuelle. Donc, un opérateur regarde qu'est-ce qui lui reste au terme donc, de 3 mois après avoir fait de multiples tamisages pour les tailles supérieures à 2 mm. Donc là, on peut se poser aussi la question du risque de dissémination de plus petites structures telles que les micros ou les nanoplastiques ou des phases en fait très organisées qui vont avoir énormément de mal à être compostées parce que l'eau ne va pas y arriver. Plus c'est cristallin, moins l'eau y arrive. Et puis la dernière, c'est la qualité du compost final et l'écotoxicité. Et la norme, là, nous dit, donc bon, en termes de performance, pourquoi pas, elle nous dit que ça doit être à 90% la performance d'un compost témoin. Et lorsqu'on doit analyser en fait le compost avant de l'épandre, on n'a affaire qu'une phytotoxicité aiguë sur plante. On n'a aucune phytotoxicité chronique. On pourrait initier des recherches, ne serait-ce que savoir si on a des choses qui sont apparues. Parce que comme le disait donc une autre intervenante, lorsqu'on fait de la biodégradation, on a des sous-produits en fait de biodégradation. D'accord ? Les micro-organismes vont produire non seulement des métabolites secondaires, mais il y a des choses qui vont produire en plus ou des choses qui ne vont pas réussir à dégrader et qui seront là. Donc peut-être que les points de vigilance sur cette dernière partie, c'est des écotoxicités un petit peu poussées. Les additifs, ils sont pour la majorité d'entre eux lessivés, puisqu'ils ne sont jamais accrochés ou très rarement en fait au polymère. Donc on va les retrouver en fait dans le compost disséminé s'ils n'ont pas été biodégradés. Et puis donc oui, des produits de dégradation dont je parlais, et puis globalement de l'impact réel de ce compost en termes d'environnement et en termes de micros ou de nanoplastiques, voire même des tailles plus importantes que des micros. Alors, il y a cette réflexion, en fait, a donné lieu à un GT à l'ANSES, où était donc Johnny aussi, qui était là hier. On a travaillé, en fait, sur la comparaison de ces deux types de normes, notamment parce qu'on avait des injonctions de mettre certains sachets dits OK Compost dans nos composteurs à domicile. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la température n'est jamais contrôlée, personne ne mélange son composteur à la maison, personne n'y va à l'appel, mélange, rien du tout. Donc en hiver, la température est très faible, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, on avait un risque vraiment de voir apparaître des petits fragments, des micros et des nanos, voire des macro-fragments de matériaux. Donc là, il y a eu un avis ANSES en 2002 qui est passé après dans la presse et qui est bien sûr consultable en ligne. Alors, par rapport à la question qui était posée, déjà, je pense que la totalité des matériaux on ne doit pas chercher à les remplacer. Il y a certains matériaux traditionnels que l'on doit garder, pour notamment, par exemple, certains produits alimentaires qui sont excessivement sensibles à la croissance microbienne, notamment de pathogènes. Donc, je pense que là, il va falloir qu'on regarde, parce qu'il y a plein de matériaux dont on peut se passer. Hein. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et peut-être que sur certains matériaux, eh ben, ça ne vaut pas le coup d'aller substituer du polypropylène ou du polyéthylène par un biosourcé biodégradable. Ce n'est pas la peine, il vaut mieux le récupérer après et il vaut mieux le recycler, même si je ne pense pas beaucoup de bien du recyclage en termes de NIAS et de santé humaine, du moins pour le moment. Alors, si dans cette fraction qu'on juge en fait substituable ensemble, donc de ces matériaux traditionnels et de ceux spécifiquement à courte durée de vie, je pense que c'est l'avenir, mais si on a à minima déterminé qu'il est biodégradable dans le compartiment marin.
Parce que si on produit des petits fragments un peu partout, et si ça arrive au compartiment marin, et que ça reste là, et que c'est notre dernier compartiment, alors maintenant arrive celui de l'atmosphère quand même, hein, mais si ça reste là et ça se cristallise là, c'est pas possible non plus. Donc ça doit être à minima un biodégradable, même s'il est compostable et même s'il est composté, il doit être biodégradé dans un compartiment beaucoup moins agressif que le compost. Je pense aussi que ça peut être effectivement une solution si on travaille sur les additifs de manière collégiale. Les additifs, la majorité d'entre eux ne sont pas biodégradables, donc on ne peut pas mettre sur le marché des matériaux dits biodégradables qui ont des additifs qui ne sont pas biodégradables. Donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion de scientifiques autour de ça, et de citoyens aussi, peut-être pour aider à pousser, mais il faut qu'on ait des listes d'additifs qui sont potentiellement utilisables pour des biodégradables. Et puis je pense qu'il faudra qu'on aille jusqu'à la détermination des sous-produits de biodégradation et d'un impact global, mais bon, ça risque d'être longue haleine. Donc finalement, quand on met tout ça, on voit que c'est surtout les biopolymères qui sortent du jeu plus que les matériaux biosourcés ou les polymères biosourcés. Et peut-être que le PHA, qui est un des polyesters qui semble être particulièrement intéressant parce que c'est un polyester, comme le PLA, va tirer son épingle du jeu dans pas très longtemps, même si aujourd'hui il est un peu cher. Donc c'est un polymère qui est produit directement par des micro-organismes. Donc c'est un biopolymère. Tout ce que la nature produit, logiquement, elle sait le dégrader. Alors maintenant que j'ai fait ce petit speech là sur les normes et où j'aimerais effectivement que les scientifiques en fait réfléchissent de manière approfondie. Donc c'était juste pour vous présenter un projet qui s'appelle RescoSafe au sein de Bordeaux, qui a démarré en fait en même temps que le tien, Jean-Baptiste. Donc on était vraiment sur les mêmes thématiques, mais on se connaissait pas. Nous, c'était à plus petite échelle puisque c'était une chaire qui a été créée sur Bordeaux à la demande en fait de la restauration collective. Donc on est plusieurs scientifiques avec des industriels et avec donc des collectivités locales. On a pris pour exemple une grosse cantine de Bordeaux qui s'appelle la cantine Le Civu, qui délivre 23 000 repas par jour, donc ce qui est considérable, qui fournit les écoles, qui fournit les EHPAD, qui fournit les hôpitaux, pas les universités. Les universités sont autonomes en termes de repas en fait midi et soir. Et de fait de la loi Egalim et de la loi AGEC, ils doivent donc substituer en 2025 la totalité des matériaux plastiques pour l'élaboration des denrées et la distribution de ces denrées. Donc 2025 pour eux c'est demain, donc ils ont déjà commencé à substituer et peut-être rapidement parce que justement ils avaient cette injonction. Donc jusqu'à présent, l'élaboration des denrées c'était pour faire de la cuisson sous vide, une accélération du phénomène, un maintien des qualités organoleptiques, un maintien de la qualité nutritionnelle, mais quid en fait de la migration, là pour le coup, dans les denrées alimentaires. Donc là, c'est substitué par, aujourd'hui c'est de l'inox qui est testé, mais c'est très compliqué de faire du sous-vide avec de l'inox. Donc ils vont sûrement passer en cuisson traditionnelle. Et pour la distribution, eh bien, ils ont déjà substitué le matériau polypropylène par des celluloses enduites. Donc ils ont produit par exemple en 2022 3,6 millions de barquettes cellulosiques enduites. Donc là on voit déjà que à partir du moment où on confronte en fait ces gros acteurs à de la substitution, ça arrive sur le marché, ça arrive au niveau des composts, ça arrive au niveau des recyclages, et donc on amende en fait toutes ces structures. Donc notre projet, ça a été de travailler en fait sur un procédé réellement d'usage au niveau du CIVU et ne pas uniquement travailler sur les normes de migration ou les normes de migration, notamment de migration globale. Donc on s'est rapproché du procédé du CIVU à partir de la distribution. Moi, j'ai pas travaillé au niveau de la substitution des matériaux pour l'élaboration des denrées. Donc il y a beaucoup de cycles d'augmentation de température, de maintien, de redescente brutale, de réchauffage, de remaintien et de distribution. Donc c'est pas juste un choc thermique court, c'est vraiment un gros cycle comme ça et relativement long parce que ça part chez les satellites. Donc on a repris en fait ce canevas et on a fait subir ça à nos barquettes. Pour l'instant là je vous montre juste 3 barquettes donc qui ont été testées en tant que substitut. Donc les barquettes qu'on a sélectionnées, une partie dans ce projet, ce sont toutes des barquettes enduites de polyester et initialement c'était mentionné PLA. Donc 3 barquettes qui vont subir en fait ces grandes variations de température et nous on a utilisé des liquides simulateurs bien sûr pour simuler les produits alimentaires.
Donc quand on regarde déjà la composition de ce liner, c'est pas que du PLA, on a différents polymères en fait qui sont associés, soit intrinsèquement mêlés, soit style multicouche. Par exemple, on a un polymère qui va être au contact de la barquette de cellulose et un autre qui va être au contact de l'aliment. Donc on a travaillé sur la caractérisation en amont en fait de ces liners. Et puis, donc, on a travaillé surtout sur les forêts de pic pour tout ce qui était additif, parce que sinon, on y passerait notre temps. Donc là, le postdoc vient de commencer, donc ça, c'est ses premiers résultats. Donc, sur ces 3 barquettes, notre mission, c'est de tester, en fait, l'impact environnemental, d'abord l'impact sur la santé, pardon, en utilisant donc des liquides simulateurs et en regardant si ces liquides simulateurs au niveau migratoire, est-ce que ça passe les migrations globales? Est-ce qu'on a des modifications en fait, ou est-ce qu'on a des libérations de molécules potentiellement embêtantes pour la santé, notamment des perturbateurs endocriniens? Et là, donc, on travaille du coup ensemble avec Jean-Baptiste. Et puis également, qu'est-ce qui se passe en fait sur ces matériaux qui sont beaucoup plus fragiles que des matériaux type polyolépine, par exemple. Donc, c'est sûr que la matière plastique va être beaucoup plus sensible en fait aux agressions avant consommation du produit. Qu'est-ce qu'on a obtenu jusqu'à présent? Au niveau des migrations globales, les tests y passent. Au niveau des migrations globales, entre guillemets, mais en suivant tout ce procédé-là de temps-température, ça passe aussi. Ce que l'on a observé, c'est qu'il n'y a pas de changement véritablement en termes de composition de polymères. On n'a pas de phénomène oxydatif ou de choses comme ça. Par contre, on a progressivement une chute en fait, des tailles de polymères. Ça veut dire que effectivement, on a potentiellement des libérations d'oligomères qui vont intervenir peut-être plus tard. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des cuisines centrales, lorsqu'on fait un temps de réchauffe, par exemple, de quelques minutes à 120 degrés, quand on se rapproche des collectivités locales et des différentes cantines, il y en a qui vont faire 140, il y en a qui vont faire 150, il y en a qui vont faire 110. Ce polymère, il ne tient pas au-dessus de 120. Donc, il y a quand même quelque chose là qu'il faut qu'on travaille ensemble parce qu'il faut qu'on suive en fait un procédé réel d'usage en fait du matériau. Pour ce qui est de l'impact environnemental, nous on est plutôt orienté à tester cette biodégradation et de voir en fait qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met ce matériau dans de l'eau douce déjà, il ne se passe rien du tout. Il ne va pas du tout se dégrader, je parle que du liner bien évidemment, et là les barquettes entières sont testées actuellement. Donc il va sûrement passer le test, parce que la majorité c'est de la cellulose, sauf que les fragments de liner ne seront pas dégradables. Comme on a une idée de travailler en fait sur l'impact dans l'environnement sur ces matériaux, on simule en fait une exposition solaire, donc c'est avant ou après irradiation UV, et on regarde en fait ce que ça fait sur nos matériaux et éventuellement l'impact que ça peut avoir sur la biodégradation à terme. Donc tout ça c'est en cours, sauf qu'on a déjà observé bien sûr que lorsqu'on a des irradiations, eh bien on a disparition donc de certains polymères, notamment le PBAT. Et en termes donc de dégradation et d'écotoxicité, c'est en cours, mais en sachant que l'écotoxicité, c'est fait par nos collègues en fait à Bordeaux, l'équipe de Jérôme Cachot. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra échanger ensemble et encore merci pour cette... Merci pour cet exposé très clair. Et j'avais 2 questions en fait. Il y a la question aussi du tri des déchets. Oui. Et est-ce que vous avez... Parce qu'évidemment, si c'est une barquette en cellulose compostable, on peut se dire que ça va aller vers les biodéchets. Mais si c'est un composé qui ressemble à du plastique, comment le consommateur va savoir où le mettre? Et apparemment, il y a des études qui montrent que ces plastiques biodégradables pourraient perturber le recyclage des plastiques conventionnels. Oui, il y a un souci, c'est-à-dire que bon, là maintenant il y a déjà il faut savoir les lire les labels, mais c'est pas évident. Donc la perturbation en fait des phénomènes des systèmes de recyclage, ça c'est sûr. Le tri pour l'instant, c'est pour ça qu'en fait les matériaux dits biosourcés au quai compost comme le PLA ne rentrent pas en fait dans les filières de recyclage, même si ils pourraient peut-être être recyclés à terme. Donc c'est le gros problème en fait, la récupération en fait de ces matériaux et de les amener en centre notamment de compostage par exemple.
Mais en centre de compostage, en plus de ça, en plus des problèmes de tri, on a les problèmes de tous les plastiques qu'on a autour qui sont déposés sur les andins et qui volettent au gré du vent et qui vont dans les champs. Oui, alors du coup, si je peux poser la deuxième question, c'était sur les plastiques utilisés en agriculture. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes que ceux qui sont... Je ne sais pas quels sont les bâches, les matériaux des bâches de compostage, mais en agriculture, c'est du PBAT, PLA, qui est fait pour rester dans le sol, en fait, donc qui n'est pas retiré. Donc là, est-ce qu'il y a aussi des études sur les composés relargués? Est-ce que ça rentre dans vos matériaux testés? Alors, pour le paillage, notamment, effectivement, ils sont censés les enlever, mais personne ne les enlève, parce que c'est beaucoup trop compliqué. C'est pour le paillage? Oui, alors pour le paillage en PE, ils sont censés les élever, mais maintenant, les nouveaux matériaux, ils sont censés les incorporer dans le sol. Quand vous regardez, en fait, sur les sites de commande, en fait, de ces matériaux pour paillage, les PLA, PBAT sont considérés comme étant biodégradables. Donc, il y a le terme biodégradable. Sauf qu'ils ne sont pas biodégradables dans le sol, en fait. Donc, ils vont peut-être l'être dans un compost, mais ils ne le seront pas dans le sol, à moins qu'on ait vraiment une concentration microbienne très importante, beaucoup d'eau, enfin bon, c'est rarement le cas. Et donc là, c'est un des points de vigilance, et c'est demander, en fait, que ce soit biodégradé dans le sol. Si on n'a que de l'eau qui composte au niveau industriel, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, parce que le problème, en fait, avec ces matériaux, c'est qu'à terme, on ne va plus avoir de pollution visuelle. Mais on aura une pollution chimique, voire nanoparticulaire, voire microparticulaire. Et on ne sera plus à gérer. Et puis on ne sera plus interpellé. Oui, merci beaucoup. Et puis, du coup, je voulais reparler de la coalition scientifique internationale dont Jen a parlé ce matin. Et je vous invite vraiment à y participer parce qu'on a écrit, par exemple, une note sur les bioplastiques, une policy brief qui est vraiment simplifiée pour les décideurs politiques et ceux qui vont faire les négociations du traité international. Donc, plus on mettra de science, de résultats scientifiques sur ces questions, plus on va pouvoir avoir un poids dans les négociations. Très important. Merci. Oui, je voulais rebondir sur la dégradabilité dans les milieux douces, dans l'océan. En fait, c'est dans combien de temps, raisonnablement, idéalement, vous dites que dans les océans, il faut attendre combien de temps pour que ce soit dégradé, transformé complètement en CO2? Ouais. Tout à fait. Je dirais qu'il y a pour la biodiversité, pour les organismes marins, le souci, et pour la santé humaine, c'est que ça met un temps certain pour transformer en micro, nano et éventuellement CO2. Mais pendant ce temps-là, tous les micro-organismes marins, du phytoplancton jusqu'au poisson, l'ingèrent, ça finira dans nos assiettes et ça continuera à faire des pollutions, même s'ils sont invisibles. Et je voulais continuer d'ailleurs votre remarque parce que là, nous, on va déposer nos matériaux en fait dans l'environnement marin et j'ai une thèse à côté de ça sur l'analyse du cycle de vie. Mais pour ceux qui font de l'analyse du cycle de vie, le seul paramètre important est la désintégration ou la colonisation. Donc, si vous avez en fait, un plastique, il est colonisé par des organismes puisque c'est un support en fait de croissance. Donc, et la désintégration, si vous avez tout un tas de fibres qui se séparent les unes des autres, ça ne veut pas dire que les fibres seront biodégradées. Donc, le problème, c'est qu'on a déjà ces matériaux qui sont là et qu'on a tendance à se dire, c'est pas grave, ils vont aller dans l'environnement, la nature ou l'environnement va les gérer. Déjà, la nature ou l'environnement, ce n'est pas une poubelle, mais la nature ne va pas les gérer correctement. C'est ça le problème. Le problème, je pense que c'est sûr que scientifiquement, on peut faire beaucoup de recherches. On a encore 50 ans devant nous. Mais oui. Mais sur le fond, je pense que le constat, il est clair. Un plastique, quoi qu'il advienne, que ce soit pétrole, biosourcé, dégradable ou pas, ça reste un produit chimique, un polluant. Je pense que si on veut sauver la planète, la santé humaine avec, il faut penser des choses à changement d'usage par rapport à ce type matériel. Et si on attend encore 100 ans, 200 ans, je ne saurais pas quel est l'état de notre planète. Oui, je suis d'accord. Il faut d'abord réduire drastiquement
Il faut qu'on change nos modes de vie. Il faut peut-être accepter de manger des gâteaux qui sont un peu plus mous. Quand on voit les paquets de gâteaux, chaque gâteau est emballé avec un matériau, c'est même pas possible, ça. Donc il faut qu'on ait une autre vision, en fait, de notre consommation alimentaire. Mais il faut enfin, je ne veux pas faire de raccourcis non plus parce que c'est important d'avoir des matériaux pour des produits sensibles. Regardez, au niveau du Covid, on s'est tous rués vers des produits alimentaires qui étaient emballés, quand on ne savait pas en fait s'il y avait une transmission possible en touchant simplement les aliments. Donc, il faut quand même qu'on ait ces matériaux, ne serait-ce que pour éviter les pathogènes qui tuent des citoyens, mais effectivement, il faut réduire. Et puis philosophiquement, il faut qu'on change. J'avais juste deux petites remarques. Merci Véronique, c'était très intéressant ce que tu nous as présenté. Effectivement, on va en parler après, dans la vie réelle, les barquettes ne sont jamais chauffées à 120 degrés, c'est bien là le souci dans les cantines. Alors pas jamais. Enfin, c'est très rare. Hein. Alors au civil, ils le font, mais sur d'autres satellites, ils le font moins bien. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et je rebondis sur ce que vous disiez aussi, pour être allé faire des observations dans les champs il y a quelques semaines, un agriculteur qui est en biodynamie et qui a récupéré des champs qui ne l'étaient pas avant, on est allé se promener dans les champs et en fait j'ai vu des morceaux de plastique, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il me dit c'est les bâches qui étaient là. Je lui dis viens on va les enlever. Et en fait il m'a dit non il faut que je passe pendant l'hiver quand la terre sera molle, parce que là la terre est trop dure, et pour enlever avec un tracto. Et je lui dis mais il y a combien de quantité? Il me dit mais en fait il y a au moins 1 tonne de plastique dans le champ. Donc en fait on se rend pas compte de la quantité de plastique qu'il y a dans les champs actuellement. Et donc ce que tu as dit tout à l'heure sur il faut vraiment qu'on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que ça devient, parce que c'est à mon sens catastrophique ce qui est en train de se produire dans les champs. Donc lui, il est obligé de nettoyer, entre guillemets, ce champ, d'enlever tous les centaines de kilos de plastique qui sont dedans avant de pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et ça enlèvera que ce qui se voit. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Merci pour cette présentation. J'avais une question peut-être un peu bête concernant, on va dire, j'ai vu qu'il fallait que le plastique n'altère pas la qualité le bioplastique n'altère pas la qualité du compost. Mais est-ce que, donc à 90%, ce que j'avais vu, mais est-ce qu'il l'enrichit ou il reste neutre au final? C'est une bonne question en fait. C'est vrai que déjà d'une part nos sols ont besoin d'être recarbonés. Et on manque de carbone en fait dans nos sols, donc le compost est une voie de ramener du carbone. Donc naturellement en fait il y aura un amendement de carbone, donc ça c'est assez intéressant. Après, selon certains acteurs, notamment l'ADEME par exemple, il y a tout un tas de matériaux qui pour eux, selon leurs tests, n'améliorent absolument pas le compost originel. Donc ils ne l'altèrent pas, mais ils ne l'améliorent pas. C'est-à-dire que l'amendement en matériaux est peut-être trop faible et que finalement l'impact carbone n'est pas si important et ça ne peut que... Il n'y a pas d'effet positif en fait. Est-ce que c'est pas une façon un peu de mettre la poussière sous le tapis du coup? Pardon? Est-ce que c'est pas une façon, ça revient pas au final à remettre un peu la poussière sous le tapis, le fait de se dire que ça ne sert à rien? Le fait que justement fabriquer du compost qui au final, enfin en tout cas une matière qui va être ajoutée à du compost mais sans l'enrichir, est-ce que c'est pas une façon entre guillemets d'éliminer cette matière-là sans que ce soit oui, je suis d'accord avec vous. On n'est pas obligé qu'il y ait une valeur ajoutée, c'est ça que j'entends derrière votre question. Ah ben oui, moi c'est une voie finalement de valorisation ou de dégradation intéressante si on a 100% en fait, enfin si on ne retrouve pas des fragments de matériaux non dégradés. Maintenant, on peut se dire aussi que la méthanisation peut être intéressante, mais là on ouvre une autre porte et c'est pas mûr encore, c'est pas mûr. Merci. Merci Véronique, merci beaucoup.